et l'éveil avec les bases neurobiologiques et aussi un certain nombre de mécanismes de régulation de ces phénomènes, disons, de ces états de vigilance. Aujourd'hui, on va voir l'éveil, surtout parce que l'EEG s'applique essentiellement, l'EEG standard, à l'enregistrement pendant l'éveil. Donc, on va voir l'EEG standard et ses applications, et également quelques bases neurophysiologiques. Alors d'abord, qu'est-ce que un électroencéphalogramme ou l'électroencéphalographie? Alors un électroencéphalogramme, c'est le nom de l'examen, si vous voulez. L'électroencéphalographie, c'est une méthode électrophysiologique parce qu'elle s'intéresse à l'activité électrique du cerveau. Toutes les méthodes qui captent une activité électrique sont des méthodes électrophysiologiques. Donc, méthode électrophysiologique qui permet donc le recueil, l'amplification et la transcription graphique de l'activité électrique du cerveau. C'est pour cela qu'on parle d'électroencéphalogramme. Vous avez aussi pour le cœur, on dit électrocardiogramme, ou hier je vous ai parlé aussi de l'électromyogramme pour le muscle. Alors, lorsqu'on dit recueil, cela suppose l'existence d'électrodes. Je vais vous montrer quelques photos parce qu'il n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas d'enseignement dirigé au labo pour vous montrer un peu le matériel. Je vous montrerai ceci à travers quelques photos et les images. Vous verrez comment les choses se passent. Donc, le recueil, c'est grâce à des électrodes. Il y a différents types d'électrodes que l'on utilise. Ensuite, il faut amplifier parce que l'activité électrique du cerveau est de l'ordre de microvolts. Donc, il faut amplifier pour que cette activité, si vous voulez, soit visible sur le papier. Donc, on utilise aussi des amplificateurs. Et enfin, on le transcrit. On le transcrit, en général, avant, de manière classique, c'était sur le papier. Maintenant, il y a des électroencéphalographies numérisées. Donc, on peut le voir sur un écran d'ordinateur, par exemple. Donc, il faut aussi des systèmes de transcription. Alors, cette activité est recueillie au niveau du cuir chevelu, ça va de soi, et elle correspond à des différences de potentiel électrique entre deux électrodes. Donc, on va placer des électrodes à des places bien définies et mesurer la différence de potentiel 2 à 2. Comme je vous ai dit, les signaux sont de très faible amplitude, ils doivent être amplifiés et aussi filtrés pour éliminer toutes les fréquences qui ne sont pas désirables. Sont des signaux alternatifs de type sinusoïdal et se situent dans des bandes de fréquences basses ou très basses. Je vais vous montrer ces signaux tout à l'heure. Alors voici l'installation. Vous voyez un patient. On fixe les électrodes sur le cuir chevelu. Alors ça, ce sont des électrodes standards de Gray-Walter. Et il faut le fixer, évidemment, à l'aide d'un casque. Alors ici, c'est en caoutchouc, donc il faut une certaine dextérité pour le faire, donc pour que le contact se fasse très très bien. Alors, après avoir été amplifiés et filtrés, les signaux EEG sont transcrits donc sur un papier. Alors, ce papier se déroule à une certaine vitesse. En Europe, on utilise les vitesses de 15 mm par seconde. Tout ceci est standardisé, si vous voulez. En Amérique du Nord, on utilise des vitesses plus lentes de 30 mm par seconde. Alors, évidemment, lorsque la vitesse change, vous comprenez que la morphologie des courbes change un peu. Donc, on utilise toujours les mêmes vitesses parce qu'on a l'habitude de lire selon tel ou tel type d'enregistrement. Alors, lorsque l'enregistrement est fait immédiatement, on le fait sur papier. C'est un EEG standard ou analogique. Et dans ce cas-là, l'image est fixée une bonne fois pour toutes. On ne peut plus intervenir dessus par la suite.
Alors, avec les améliorations techniques, et particulièrement l'apparition de signaux numériques, on peut faire des EEG numérisés et leur traitement a posteriori. Alors, ça a beaucoup facilité le travail pour faire des études beaucoup plus quantitatives, etc., lorsqu'on veut faire, par exemple, des études concernant tel ou tel produit, tel ou tel médicament. Cela permet également un stockage et puis aussi la transmission à distance, donc une télémétrie. Ceci à la fois en temps réel ou en temps différé. Voilà un peu les possibilités techniques aujourd'hui. Alors donc, grâce à cela, on a vu de nouvelles techniques apparaître, en particulier la télémétrie, c'est-à-dire enregistrement à distance. Autrement, le sujet peut être dans la vie réelle et on peut l'enregistrer à distance, en train de travailler, en train de vivre. On a vu aussi apparaître le EEG quantifié et la cartographie EEG. Alors, il s'agit d'une représentation topographique, c'est-à-dire on a une image topographique avec la quantification du signal EEG qui montre à tel endroit ou tel endroit les types d'ondes qui apparaissent. Alors, l'enregistrement peut être aussi en ambulatoire, donc c'est un sujet qui se déplace, qui rentre chez lui ou qui va à son travail, sur longue durée. C'est un enregistrement de type Holter. Alors, ça donne une certaine souplesse. Alors, ce qu'on appelle le EEG standard, c'est ce qu'on fait classiquement et très habituellement. Vous serez certainement amené à en demander pour votre pratique au quotidien chez certains patients. Donc, cet EEG standard se passe en général au laboratoire dans des conditions aussi standardisées. C'est pour ça qu'on dit EEG standard. Alors, en général, c'est dans une pièce qui est une pièce calme, avec une lumière tamisée, pas trop forte, sans bruit, évidemment, à une température constante. Voici les conditions qui sont définies. Ce sont des conditions où l'état sensoriel doit être en quelque sorte pas trop sollicité. Ça demande une préparation minutieuse, donc ça se fait par des techniciens qui sont formés à cela. Les électrodes doivent être placées dans des endroits que je vais vous montrer, qui sont définis, et c'est un consensus international. Partout dans le monde, on le fait exactement de la même façon. Alors, il faut bien décaper le cuir chevelu, bien nettoyer, et ensuite, ces électrodes fixées, comme je vous les ai montrées, sont reliées à une boîte tétière. Je vais vous montrer aussi l'image du montage. Et cette boîte tétière contient en général les amplificateurs. Enfin, maintenant, on a des installations qui sont de très petits volumes. Alors, le patient doit être confortablement installé. En général, il est soit allongé, soit assis dans un fauteuil confortable, calme, silencieux, détendu. Ça sont les conditions. Il faut que le sujet soit toujours calme et détendu. Alors, l'examen se déroule les yeux fermés. Là aussi, vous le comprenez pourquoi, parce que s'il a les yeux ouverts, il y a une stimulation sensorielle et ceci modifie l'état fonctionnel du cerveau. Donc, ça débute les yeux fermés, mais il y a des épreuves de réactivation que l'on fait et le sujet peut être amené à ouvrir les yeux. On lui demande d'ailleurs d'ouvrir les yeux de temps en temps. Alors, voici l'emplacement des électrodes. Vous voyez, ça a été défini. Alors, vous avez une crâne vue de haut. Ici, c'est le centre du crâne. C'est ce point-là, si vous touchez. Le CZ, c'est ce point, un peu le sommet du crâne. Donc, tout va être placé à partir de là. Alors, vous avez des électrodes qui sont frontales, en F, vous voyez. Vous avez des électrodes temporales avec T, lettre T, des électrodes centrales, des électrodes pariétales et des électrodes occipitales. À chaque fois, on utilise la lettre correspondante. Alors, tout ce qui est à droite est... le mot m'échappe. Ampère, voilà. Ampère, et tout ce qui est à gauche est en ampère. Voilà. Alors, ce sont des conventions internationales. Vous allez trouver ça partout. Et lorsqu'on vous rend un examen EEG, on vous le rend avec un schéma du crâne contenant toutes ces dénominations, si vous voulez, ces indications. Et après, on va vous dire comment on a fait le montage. Les montages peuvent varier.
Mais le montage varie d'un laboratoire à l'autre, mais l'emplacement des électrodes reste identique, où que l'on soit. Alors ça s'appelle le système international d'Isfin, qui définit donc l'emplacement des électrodes. Alors voici un peu le schéma du montage. Donc, le patient est relié à la boîte têtière avec les amplificateurs et ensuite les scripteurs. Voilà. Alors en réel, c'est ça. Il y a beaucoup de fils et en général, il faut le faire avec méthode. Bon, ceux qui font l'habitude, il n'y a pas de problème. Alors voici une boîte têtière. Alors ça c'est déjà un appareil d'ancienne génération. On ne l'utilise pratiquement plus, mais c'est très parlant. Alors vous voyez toujours le schéma du crâne et puis vous voyez l'emplacement de tous les fils. Et voici les scripteurs. Alors c'était en général des gros appareils, c'était beaucoup plus gros que ça. Il y a 30 ans, 40 ans, ça pouvait prendre la moitié d'une pièce, mais tout ça a été réduit. Maintenant ce sont des appareils beaucoup plus compacts. Alors, lorsqu'on fait l'examen, il y a plusieurs étapes qu'il faut respecter. Je parle toujours de l'EEG standard. Alors, il y a une séquence de repos, c'est-à-dire le sujet calme, allongé, les yeux fermés. On appelle ça le repos cortical, entre guillemets. Évidemment, le cerveau ne se repose jamais, il travaille toujours, heureusement. Mais cet état sensoriel correspond à ce qu'on appelle dans le jargon le repos cortical. Alors, il y a plusieurs montages que l'on fait. Alors, on les définit selon les habitudes du laboratoire. Alors, il y a des montages bipolaires qui peuvent être longitudinales ou transversales. Alors, si je reviens en arrière pour vous montrer, voilà, longitudinal dans ce sens-là, c'est-à-dire les dérivations se font dans ce sens-là, transversal dans ce sens-là. D'accord? Alors, lorsque c'est bipolaire, donc longitudinal et transversal. Et puis il y a des montages référentiels ou monopolaires, c'est-à-dire on dérive entre une électrode et l'ensemble des électrodes. Donc ce n'est pas entre deux électrodes. Donc on va avoir le recueil de l'activité beaucoup plus focalisé sous l'électrode. Ce n'est pas entre deux électrodes sur une certaine distance. Alors on fait, lorsqu'on interprète, on compare l'ensemble des images obtenues, des courbes obtenues avec les montages bipolaires et unipolaires. Alors, on demande, évidemment, pendant la durée de l'enregistrement, des ouvertures et des fermetures des yeux pour voir comment le cerveau réagit aux stimulations visuelles, à la lumière. L'ensemble de l'examen dure environ 15 minutes. On demande aussi au sujet de faire l'épreuve de l'hyperpnée, c'est-à-dire on lui demande de respirer fort parce qu'il y a une influence, évidemment, humorale sur le fonctionnement du cerveau. Ça, on le comprend parfaitement. Et puis enfin, ça se termine par une petite période d'enregistrement de repos de quelques minutes. Et à la fin, on fait une stimulation lumineuse intermittente, c'est-à-dire on envoie des lumières à des fréquences définies dans les yeux du sujet. Et on voit les yeux fermés, les yeux ouverts, et on voit comment le cerveau est entraîné. L'activité corticale occipitale, particulièrement sur la région postérieure, est entraînée, ou s'il y a l'apparition de figures pathologiques. Si vous voulez, c'est une épreuve qui peut nous montrer des figures en particulier aiguës, pointues, paroxystiques. Voilà le déroulement de l'examen. Et voici, en résumé, ce que je vous ai dit. Donc, le recueil ici, ensuite le filtrage et l'amplification, et enfin la transcription, soit sur papier, soit de manière en EEG numérisé. Alors, il faut savoir que ce qu'on recueille essentiellement à l'électroencéphalogramme, c'est l'activité électrocorticale, c'est-à-dire on va recueillir l'activité électrique du cortex. Et en fait, on suppose, si vous voulez, que ce n'est pas les structures profondes, c'est les structures superficielles, le cortex essentiellement. Donc on suppose que, évidemment, ceci reflète un peu l'ensemble. Donc ce qui est accessible à l'EEG, c'est surtout ça, l'activité électrocorticale.
Alors, cette activité est le résultat d'une sommation. Vous savez que chaque cellule, évidemment, produit une activité électrique, mais cette activité est de très, très faible amplitude, et on peut l'assimiler à un vecteur qui se déplace, si vous voulez, dans l'espace en fonction de l'activité électrique, et l'ensemble recueilli à la surface, au cuir chevelu, c'est la somme vectorielle, si vous voulez, de cette activité. Donc, c'est une sommation. Alors, ce qu'on recueille aussi, c'est essentiellement les potentiels post-synaptiques, en particulier au niveau des dendrites. Il y a aussi des potentiels axonales, mais en moindre importance. Alors, à chaque fois, c'est des milliers et des milliers de neurones qu'il faut capter, en quelque sorte. Alors, on va voir, ça correspond à des structures particulières. Alors, cette activité est conditionnée, comme je vous ai dit, par des facteurs physico-chimiques, humorales en particulier. C'est pour cela qu'on fait et aussi les variations thermiques. Hein. C'est important. Lorsque un sujet est en hypothermie, l'activité cérébrale se réduit, donc l'activité électrique se ralentit. Et puis, ça va varier également en fonction des états fonctionnels du cerveau. On l'a vu, par exemple, pour le sommeil. D'accord ? Alors, ici, nous sommes dans le cadre de l'EEG standard, qui est très particulier, qui est un cadre standardisé et pratiquement artificiel, mais bon. Alors, cette activité est soumise, si vous voulez, à une synchronisation, à des structures qui vont synchroniser l'activité et des structures qui désynchronisent l'activité. Alors, parmi les structures qui désynchronisent, la formation réticulée, qui, comme je vous ai dit hier, vous vous souvenez de ce que j'avais dit dans l'éveil, toutes les structures qui intervenaient dans l'éveil. Alors, il y avait en particulier la formation réticulée qui intervient dans l'éveil cortical. Vous vous souvenez, j'avais dit que l'éveil se définissait d'une part par l'éveil cortical, mais aussi par l'éveil comportemental. Donc on regardait le comportement, on regardait le cortex. Alors la formation réticulaire intervient particulièrement dans l'éveil cortical et la désynchronisation EEG. Alors ici, on dit désynchronisation, je viendrai dessus, on va tout à l'heure parler aussi, je vous parle tout de suite du thalamus, qui est le pacemaker central, générateur central, pacemaker essentiel dans la synchronisation, qui, dans certaines conditions, va générer effectivement une activité synchrone qui, par les neurones thalamo-corticaux, va imposer cette synchronisation à l'ensemble de l'activité corticale. On l'avait vu par exemple pour le sommeil. Hein. Donc c'est une structure de synchronisation. Alors, lorsqu'on dit synchronisation, ça veut dire que les neurones, en quelque sorte, du moins les variations de l'activité électrique des neurones sont synchrones entre elles. Okay ? Alors, comme c'est une somme vectorielle, que se passe-t-il ? Lorsque cette activité est synchrone, ils ont le même signe. Donc, la somme vectorielle va donner un résultat de grande amplitude. Lorsqu'on a des ondes synchronisées, en général, leur amplitude est plus importante. D'accord ? Parce que la somme vectorielle va dans le même sens, avec le même signe. Par contre, dans les activités désynchronisées, en particulier dans l'éveil, cette somme vectorielle va être de moindre amplitude parce que l'activité n'étant pas, des différentes ondes n'étant pas synchronisées, sont de signes, je dirais, mathématiques pratiquement différentes. Donc, la somme vectorielle est moins importante. Ce qui fait que dans l'éveil cortical, lorsque le jet est désynchronisé, lorsqu'il y a des stimuli qui arrivent de l'environnement par la formation réticulée et non spécifiques, d'accord ? À ce moment-là, nous assistons à une activité EEG de faible amplitude, rapide en fréquence et qu'on qualifie de désynchronisée. OK ? Voilà. Alors, lorsqu'on fait une lecture EEG, c'est ces choses-là qu'on va regarder. On va le voir sur le papier. On va regarder sur le papier ce qui se passe. Est-ce que l'activité est synchronisée, ample ? Quelle est la fréquence ?
mesure les fréquences. Et puis, lorsqu'on fait ces épreuves de réactivité, en particulier l'ouverture des yeux, je vais vous le montrer sur une image, on voit apparaître cette activité de plus faible amplitude lorsque les yeux s'ouvrent et désynchronisée. OK ? Parce qu'il y a une sollicitation sensorielle qui se fait. Alors, l'activité EEG est définie par des rythmes. D'accord ? Alors, ces rythmes sont définis par leur fréquence. Et lorsqu'on dit fréquence, on parle du nombre, c'est une activité cyclique. D'accord ? Il y a une variation cyclique dans le temps. Et plus l'activité est rapide, plus la fréquence est grande. Plus on va avoir de cycles dans le temps. Donc, on mesure l'activité par les cycles par seconde. On va définir, si vous voulez, par les cycles par seconde. Et ensuite, on regarde aussi leur amplitude. Mais ce n'est pas sur l'amplitude qu'on va se baser pour définir l'activité. D'accord ? C'est une caractéristique importante, mais c'est le cycle, la fréquence, le nombre de cycles par seconde qui détermine l'activité. Alors, quels sont ces rythmes ? Il y a 4 rythmes EEG. Le rythme alpha, de 8 à 13. Alors, lorsqu'on dit cycle par seconde, on dit aussi Hertz, c'est la même chose. De 8 à 13 Hertz. Les rythmes bêta ou rapides, c'est tout ce qui est au-dessus de l'alpha. Lorsqu'on dit rythme rapide, c'est tout ce qui est au-dessus, c'est-à-dire au-delà de 13 Hertz. Et puis ensuite, on a les rythmes plus lents que l'alpha. Il y a 2 types. Il y a le rythme θ, 3,5 à 7, et le rythme delta, au-dessous de 3. De 3 Hertz. D'accord ? Vous voyez, c'est comme ça qu'on définit, donc, lorsqu'on fait la lecture de l'EEG, c'est comme ça qu'on définit les choses. Alors, je vais vous montrer. Oui, j'ai une image, mais ça va venir. Alors, qu'est-ce qu'un EEG normal ? Il faut savoir que la normalité en EEG n'a pas une définition précise. C'est une gamme très large de choses. Il y a beaucoup de variabilité entre les individus en fonction des gammes de fréquences que l'on rencontre, en fonction de l'amplitude des tracés qu'on obtient. Mais, si vous voulez, cette définition que l'on trouve un peu dans certains livres, c'est par élimination en quelque sorte. L'activité EEG normale, c'est cette activité observée chez les sujets indemnes de toute pathologie pouvant influer ou retentir sur l'électrogenèse cérébrale. Donc, il y a différents aspects d'EEG normaux. Alors, cette activité, là aussi, varie en fonction de l'âge. La normalité varie en fonction de l'âge, comme je vous l'avais dit pour le sommeil, et en fonction de l'état de vigilance. Par exemple, une onde delta dans le sommeil est tout à fait normale, mais un sujet qui est éveillé, qui a une onde delta, ou des ondes delta, c'est pathologique. D'accord ? Donc, il faut tenir compte de l'état de vigilance. Donc, lorsqu'on fait un examen EEG, il faut un technicien qui suit le patient. Il fait attention si le patient s'endort ou ne s'endort pas. On vérifie les médicaments en général qu'il a pris. Tout ça, c'est important. L'état, évidemment, l'influence des médicaments sur l'activité, l'électrogenèse cérébrale, mais on vérifie aussi si le sujet a mangé ou n'a pas mangé. Vous savez, les apports humoraux sont très importants. Et contrairement à certains examens biologiques où il faut venir à jeun, en électroencéphalographie, il faut venir après avoir mangé. Si on est à jeun, l'état, si vous voulez, cérébral est un état de jeun et on peut avoir des figures qui, autrement, peuvent être considérées comme des figures pas normales. D'accord ? Donc, on considère tous ces aspects-là. Alors, chez 85% des sujets adultes, alors on parle de l'adulte, parce que là, je dis en fonction de l'âge, les choses sont différentes. Chez 85% des sujets adultes éveillés, alors on constate le rythme alpha. Alors retenez ce terme, le rythme alpha est un rythme très important, c'est ça que l'on va chercher en premier dans les conditions d'enregistrement standard que je vous ai décrits, en repos cortical. Alors c'est un rythme qui est de 8 à 13 Hertz, dont l'amplitude varie, on dit 25 à 100 microvolts.
C'est un rythme synchronisé. Et vous allez voir comment il est synchronisé. Et sinusoïdal. Et on le verra aussi. Synchronisé, pourquoi? Parce que le sujet est en état de repos cortical. D'accord? Alors je parle chez 85% des sujets. Si vous avez, alors je donne un exemple, parce qu'on ne trouve pas toujours cet alpha synchronisé chez tout le monde, en particulier le Parisien moyen qui est stressé, énervé, etc. S'il n'arrive pas à se calmer, l'alpha, on ne le verra pas très bien. Parce qu'il y a toujours ces sollicitations. Ce n'est pas l'essence extérieure, mais interne, si vous voulez. Un sujet angoissé, par exemple, l'alpha peut ne pas apparaître. Vous voyez? Donc, cette activité est recueillie sur les régions postérieures du cerveau, sur les régions pariéto-temporo-occipitales, postérieures du cerveau. Et cette activité disparaît à l'ouverture des yeux dès qu'il y a la lumière, si vous voulez, change, ou un bruit, même un bruit qui inattendu qui arrive, l'activité alpha peut disparaître. Alors, à l'ouverture des yeux, c'est classique, c'est comme ça qu'on le regarde, on appelle ça la réaction d'arrêt visuel. C'est-à-dire la réaction d'arrêt du rythme alpha à l'ouverture des yeux. Donc la réaction d'arrêt visuel. Alors les rythmes plus rapides, c'est le rythme bêta ou rythme rapide. Au-delà de 13 Hz, jusqu'à 30, jusqu'à même plus, mais il faut savoir que les appareils classiques ne vont pas visualiser, nous montrer les rythmes les plus rapides, mais disons 13 à 30 Hz. Leur amplitude 5 à 50 microvolts, c'est un peu moins volté que l'alpha, parce que c'est une activité désynchronisée, et il est en général, dans les conditions normales, recueilli sur les régions antérieures. Et on les voit très bien à l'ouverture des yeux. Alors, ici, regardez bien cette image. Je ne peux pas vous en montrer d'autres. Enfin, si vous venez au laboratoire, on vous montrera. On a beaucoup d'images sur papier, mais voici une réaction d'arrêt visuel très, très bien visible. Alors, comme vous voyez ici, vous avez le rythme alpha. Vous voyez sur l'écran là-haut, ce rythme synchronisé, très régulier. Alors, si vous comptez sur le papier, entre deux lignes plus foncées, il y a une seconde. Si vous comptez sur le papier, vous allez trouver environ une dizaine de cycles par seconde. C'est un rythme alpha. Alors, l'amplitude chez ce sujet, si vous prenez, c'est de l'ordre de 30 à 50 microvolts, même pas, 30 à 40 microvolts. Mais chez d'autres sujets, ça peut être beaucoup plus ample. Chez d'autres, beaucoup moins ample. Ce n'est pas ça qui va définir la normalité. C'est caractéristique un peu individuelle. Par contre, la définition du rythme, ça varie entre 8 et 13 ou 8 et 12, mais ça reste quelque chose de bien défini. Si on est au-delà de 8 et 12, c'est plus de l'alpha. Alors regardez ici, dès que les yeux s'ouvrent, il y a une désynchronisation de l'activité et la disparition de l'alpha. Donc c'est une activité plus rapide et beaucoup moins ample qui apparaît. Ça, c'est la réaction d'arrêt visuel. Et puis dès que les yeux se ferment, l'alpha réapparaît. Donc il a une très belle réactivité à l'ouverture des yeux. Ça, c'est un tracé qui est normal. Voilà, ce rythme alpha de repos cortical, environ 12 Hz. On l'a compté, 12 Hz. Alors regardez ici, les yeux se ferment et puis l'alpha réapparaît. Alors, un tracé donc, est pathologique. Alors, sur un tracé normal de repos cortical, chez un sujet éveillé, on a ce rythme alpha. On peut avoir des rythmes rapides. On peut avoir quelques fréquences θ sur la région temporale, mais très rares. Voilà. Alors, si on trouve de l'alpha, soit le sujet dort, mais si on dit que le sujet ne dormait pas, qu'il était bien éveillé, à ce moment-là, c'est pathologique.
Alors il faut voir sur quelle zone cela apparaît. Alors, un tracé est pathologique quand elle est significativement différente de la normale. Alors, on regarde l'activité de fond, c'est-à-dire on va voir quel est le rythme de fond. Est-ce que ce rythme, c'est de l'alpha? Est-ce que c'est un rythme lent? Si c'est un tracé très ralenti, ce n'est pas normal. Si toujours le sujet ne dort pas, évidemment. Alors, on va regarder comment se situe le rythme dans l'espace. Est-ce qu'il y a un rythme alpha sur la région postérieure? Il y a quelques rythmes rapides sur la région antérieure, etc. Quelle est la réactivité? Quelle est l'amplitude? Est-ce qu'il y a des différences d'amplitude d'une région à l'autre du cerveau? Ça, ce n'est pas très normal. D'accord? Donc, ça, c'est l'activité de fond. Et puis ensuite, on va chercher, voir s'il y a des figures pathologiques qui apparaissent sur cette activité de fond. Ces figures pathologiques, c'est soit des figures paroxystiques, je vais vous en montrer, des figures, des pointes ondes, des polypointes, etc., que l'on voit par exemple dans l'épilepsie, soit des ondes lentes qui sont pathologiques, ces ondes delta, soit il y a une activité périodique qui réapparaît toutes les temps de secondes, soit il y a des différences d'amplitude très importantes, une dépression du tracé, par exemple, sur une région par rapport à l'autre. Voici un peu les choses que l'on va essayer de voir. Alors, ce n'est pas toujours évident parce que les conditions d'enregistrement ne peuvent pas être parfaites. Le patient peut être agité. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer et rendre les choses moins évidentes. Alors, voici ici des ondes pathologiques. Alors, si vous avez bien regardé l'alpha, vous voyez la différence. Déjà, c'est une activité beaucoup plus lente. Beaucoup plus lente. Si on compte, c'est entre 3 et 4, 5 cycles par seconde. Et là-dessus, vous voyez apparaître des ondes delta qui sont amples, environ 2 cycles par seconde. Alors, vous voyez ce que sont les ondes delta. Vous les avez vues déjà dans le sommeil, d'accord? Et ici, vous le voyez. Donc ça, ce n'est pas normal, c'est pathologique, effectivement. Alors, lorsque vous avez des figures comme ça qui apparaissent, il faut toujours vérifier si votre sujet dormait ou ne dormait pas. Parfois, la figure elle-même parle. Elle est tellement parlante que on le sait, on le voit. Et puis, après avoir vérifié ça, il faut situer aussi l'interprétation dans l'histoire clinique du sujet. Alors, qu'est-ce que les paroxysmes EEG ou les figures paroxystiques? Ce sont des figures, des graphoéléments, qui ont un début et une fin brutaux. Autrement dit, le maximum, l'amplitude maximale de la figure apparaît très rapidement. Pratiquement, la figure est d'emblée maximale. Alors, il y a deux types de graphoéléments. Tout ça, c'est des terminologies sémiologiques. Soit des graphoéléments simples, tels qu'une pointe ou des ondes aiguës, ou des graphoéléments complexes, lorsqu'il y a plusieurs pointes. On parle de polypointes. Lorsqu'il y a des polypointes suivies d'une onde lente, ou alors une pointe suivie d'ondes lentes. Je vais vous montrer aussi ça. Ça a changé, non? Il n'avance pas? Ah, voilà. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème dessus. Voilà. Alors ici, bon, d'abord sur cette figure-là, alors si vous regardez, voici une pointe. Enfin, plusieurs pointes. Alors, si vous regardez le montage EEG, je n'ai pas mis les montages ici, enfin, vous ne les voyez pas. Ils sont là, mais vous ne les voyez pas. Ça, ces 4 dérivations, c'est les régions antérieures. Ensuite, vous avez les régions postérieures. Alors, vous voyez apparaître des figures très pointues. C'est une pointe simple. Donc, un graphoélément, un paroxysme simple, un graphoélément paroxystique simple sur les régions antérieures, essentiellement. On les voit également un peu en arrière, mais beaucoup moins voltés. Alors, il y a apparemment
une petite asymétrie, mais je ne vois pas très très bien le montage, parce que c'est très, très mal écrit. Mais retenez cette figure-là. Alors, si vous regardez le reste du tracé, est-ce que vous voyez de l'alpha dessus? On ne voit pas grand-chose, mais regardez là-dessus. On ne voit pas vraiment de l'alpha. C'est des rythmes plus lents que l'alpha. D'accord? Sur le papier, on le voit mieux. Voilà. Regardez d'autres figures paroxystiques. Alors ça, ce sont des pointes ondes qui se suivent. Alors ici, vous avez une crise qui apparaît brutalement avec des figures pathologiques paroxystiques. Ça peut être un sujet épileptique. D'accord? Là, ce sont des polypointes. Vous voyez? Donc, retenez que ces figures paroxystiques sont des figures d'emblée, ou presque d'emblée maximale, avec plus ample que le reste du tracé en général. Pas toujours, mais en général plus ample que le reste du tracé. Alors, en pathologie humaine, je vous donne quelques éléments aussi. En général, l'EEG, sauf exception, ne permet pas d'établir un diagnostic étiologique. D'accord? Ce n'est pas là qu'on va chercher les choses. Bon, on peut dire qu'il y a une crise d'épilepsie ou non, mais on ne peut pas établir une étiologie avec l'EEG. Par contre, l'EEG permet souvent d'apprécier le pronostic du mal dont souffre le sujet et surtout, toujours, de suivre l'évolution de cette activité cérébrale. Donc, en général, un sujet, lorsqu'on lui fait un EEG qui n'est pas normal, bon, on peut répéter plusieurs fois pour voir comment les choses évoluent. Et toujours, un tracé EEG s'interprète dans l'histoire clinique du sujet. Il n'est pas question d'interpréter un tracé EEG sans savoir ce dont souffre le sujet, quel est son âge. Il y a tout un ensemble de choses, d'informations que l'interpréteur de EEG doit savoir. D'accord? C'est très très important, donc accompagner sa demande de ces explications-là. Je vous disais aussi l'importance des médicaments qu'il prend, etc. Alors, dans certaines situations pathologiques, l'EEG est très intéressante. D'abord, c'est l'épilepsie. Il y a vraiment une aide au diagnostic. Donc, premier élément. Ensuite, d'autres situations pathologiques, dans les traumatismes crâniens, pour voir s'il y a des lésions au niveau du cerveau. Surtout dans les lésions qui occupent de l'espace, que ce soit des tumeurs, des kystes, des abcès, etc. Dans les accidents vasculaires cérébraux, les pathologies inflammatoires et infectieuses, évidemment les maladies dégénératives, les malformations, les encéphalopathies de tout type, et puis le coma. Alors là, évidemment, on suit l'évolution, on apprécie le degré du coma, la profondeur du coma, et on peut suivre l'évolution. Et dans le diagnostic de la mort cérébrale. Vous savez que c'est un acte médico-légal, et c'est un acte qui est déterminé par la loi dans des conditions très précises. Il faut faire 2 EEG à 4 de 30 minutes avec un certain nombre de conditions techniques définies. Il faut connaître la température du sujet. Il faut savoir qu'une température basse réduit l'activité EEG, même peut le faire disparaître. Il faut connaître la prise médicamenteuse. Et ensuite, on détermine également les conditions techniques, comme je disais, la distance entre les électrodes, etc. Il y a tout un ensemble de choses qu'on doit respecter lorsqu'on enregistre. Et lorsqu'il n'y a pas d'activité cérébrale, et lorsqu'il n'y a pas de réactivité, à 2 EEG à 4 heures d'intervalle, on parle d'état de mort cérébrale. Alors c'est très important, particulièrement aujourd'hui, où beaucoup de patients sont en état de coma dépassé, sous machine, assistés,
sur le plan respiratoire, etc. Donc on ne peut pas savoir vraiment si l'état du cerveau, si le cerveau est mort ou non. Donc c'est pas comme ça qu'on peut le déterminer. Alors nous, dans notre hôpital, on le fait beaucoup, on est souvent sollicité par les services de réanimation. Voici encore une crise épileptique, ce qui correspond à l'absence. Alors vous voyez ces figures paroxystiques maximales qui apparaissent et disparaissent brutalement. Voilà, ça c'est pour vous montrer ces figures paroxystiques. Voilà, quelques mots sur le EEG et l'électrophysiologie.